Le Moyen-Âge est à la mode, je suis très heureux parce que je crois que cette période a été décisive. Voilà. C'est à peu près tout. Et voilà. Mais ça intéresse qui ? Bref, donc on va y aller. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous connaissez le Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être au tournoi de chevalerie, à Dagobert et à la peste noire, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, c'est-à-dire en gros de l'année 500 à l'année 1500. Mais, vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des gens qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils et elles vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 112, Aude et l'encens au Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage du long Moyen-Âge, à partir du Moyen-Âge central et jusqu'au XVIIe siècle, à travers l'étude d'un sujet qui peut sembler anodin comme ça, mais qui nous permettra de traiter de plein de sujets différents, l'encens. Et aujourd'hui, vous l'entendez peut-être, nous sommes dans un lieu particulier qui résonne un petit peu. J'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode au château de Vincennes, que je remercie déjà grandement de nous accueillir. On est juste à côté de Paris, dans un château médiéval, et même on est dans le donjon. Première fois que j'enregistre dans un donjon avec Passion médiéviste, que je vous conseille fortement de venir visiter. En plus, vous vous en doutez, aujourd'hui, nous sommes en public. On est complet aujourd'hui. Et pour parler de l'encens au Moyen-Âge, j'ai le plaisir de recevoir Aude Chevalier-Barbier. Bonjour Aude. Bonjour Fanny. Aude, je te reçois parce que tu as soutenu une thèse en décembre 2023 sous la direction de Brigitte Boissavy-Camus à l'université Paris-Nanterre. Alors, on échange depuis très longtemps parce que normalement, je reçois des gens qui ont soutenu il y a moins d'un an. Mais on échange depuis 2022. Donc, le temps que ça se fasse et tout ça, mais ça se fait. Donc, ton sujet de thèse, c'était dans les fumées sacrées, production, usage et représentation des encensoirs en France, 12e, 17e siècle. Et donc ma première question un petit peu rituelle dans ce podcast, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier ce sujet ? Alors moi, c'est un peu conjoncturel en fait, puisque il se trouve qu'on m'a proposé ce sujet en Master 1, puisque je voulais travailler sur les objets liturgiques particulièrement. On m'a proposé ce sujet. Pourquoi déjà ce goût pour les objets ? Parce que c'est pas anodin quand même comme goût, c'est un sujet un peu précis quand même. Je pense que c'est le côté rituel qui était intéressant et qui a un côté un peu fascinant. Ça fait un peu partie de l'imaginaire médiéval aussi, j'imagine. Peut-être que c'est un peu le fait de trop regarder Au nom de la rose, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça. Mais tout l'aspect rituel et étude de la liturgie, c'est quelque chose qui m'intéressait et j'aime bien les objets moches, je crois. D'accord, c'est pas très gentil pour les pauvres encensoirs, on va en parler, mais... c'est ce qu'on m'a dit toute ma soutenance de thèse, tu sais. Waouh. Mais donc on t'a dit, ok, tu aimes les objets moches et liturgiques, voici les encensoirs, c'est ça ? C'est un peu l'idée, oui. Non, je caricature, mais j'avais un directeur de master qui avait travaillé sur les mortiers et qui était intéressé par tout ce qui était... sexy les mortiers. Ouais, quand c'est même. encore plus sexy que les encensoirs. En vrai, c'est un sujet passionnant. Qui, en fait, s'intéressait à tout ce qui était travail du bronze et du coup, il m'avait proposé un sujet sur les encensoirs et en fait, j'ai voulu le reprendre en thèse parce que je trouvais que je l'avais pas du tout assez fouillé et du coup, j'en ai fait une thèse, ce qui m'a convenu. Et alors, est-ce que les encensoirs avaient déjà été étudiés avant toi ? Oui, il y a l'encens d'une part et il y a les encensoirs d'autre part. Alors l'encens avait été déjà étudié à plusieurs reprises, notamment au tout début du XXe siècle
Il y a un historien qui s'appelle Hatchley qui a écrit un énorme livre sur l'histoire de l'encens en fait depuis la période antique jusqu'à la période élisabéthaine, donc au XVIe siècle, tout début du XVIIe siècle d'ailleurs puisqu'il est anglais. Et il y a une chercheuse qui a fait sa thèse en 2007 à l'Université libre de Bruxelles sur les usages de l'encens du Xe au XIIe siècle qui s'appelle Catherine Gauthier. Un super travail justement d'étude où elle a décortiqué tout ce qui est source liturgique et qui a donc fait son travail là-dessus. Et en ce qui concerne les encensoirs, alors ça a été beaucoup moins étudié. Il y a eu tout le travail des antiquaires du 19e siècle, donc des savants du 19e siècle qui écrivaient des articles et ce genre de choses. Et à côté de ça, il y a le travail d'une chercheuse allemande qui s'appelle Hiltrud Westermann-Angerhausen, qui a fait tout un travail où elle a recensé en fait les encensoirs en Europe qu'elle connaissait. Donc il y a eu un gros travail de mener sur l'Allemagne notamment, le Danemark aussi, mais beaucoup moins sur la France. Et du coup, c'est un peu, c'est aussi de là d'où est parti mon sujet. Mais du coup, les encensoirs ont été étudiés avant moi et l'encens aussi. Donc toi, qu'est-ce que tu voulais apporter avec tes recherches ? Je voulais en fait repartir de l'objet en tant que tel, de l'encensoir en tant que tel, et voir un peu la chaîne opératoire. Donc ce qu'on appelle la chaîne opératoire, en fait, c'est tout ce qui se passe depuis la récolte des matières premières jusqu'à... C'est le donjon qui a parlé, pardon. Et t'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, c'est ça ? Depuis la récolte donc, des matières premières jusqu'à son utilisation et sa patrimonialisation, donc le fait que ça soit aujourd'hui dans des musées ou classé monument historique. Donc c'est vraiment tout ce qui rythme la vie, entre guillemets, des objets qui m'intéressaient. Et donc pour la période, pourquoi est-ce que tu as choisi ces bornes temporelles-là ? Est-ce que c'était pour prendre la suite de la chercheuse avant toi qui est donc finie au XIIe siècle ? Non, elle finit en 1500 je crois. Non, en fait, les raisons des bornes étaient plus scientifiques que ça. Déjà, les premiers exemplaires d'encensoirs que j'ai pu trouver matériellement datés du XIIe siècle, qui étaient conservés en France. Et au XVIIe siècle, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a un changement en fait de manière de faire les encensoirs, c'est-à-dire qu'avant on trouve beaucoup d'encensoirs qui sont fondus, et c'est plus le cas à partir du XVIIe siècle où on va avoir des encensoirs qu'on appelle en bosseterie, donc c'est-à-dire une méthode de fabrication où on monte les objets au marteau plutôt que de les fondre. Ça, et aussi parce qu'il n'y avait plus du tout de référence médiévale à partir du XVIIe siècle où on va passer sur un style renaissant ou baroque sur les objets. La décadence, quoi. Et donc, tu travailles sur quelle zone géographique ? Est-ce que tu es que sur la France, les encensoirs de France, ou plus général ? Alors, c'est même encore plus précis que ça. Ouais. Donc, j'ai travaillé sur les encensoirs conservés en France. Je précise conservés en France parce qu'en fait, on m'a un peu posé la question de pourquoi la France, ça fait très, très chauvin. C'est juste là où tu vis, là où c'est plus pratique pour toi. Enfin, ça semble logique. C'était ça, mais en fait, il y avait aussi tout un travail qui n'avait pas été mené à cet endroit-là. Et en fait, j'ai plus centré, j'ai eu un terrain test, ce que j'ai appelé un terrain test, c'est-à-dire un terrain où j'ai vraiment étudié les objets vraiment tous conservés de cette période-là. Et pour le coup, c'était en Auvergne. Alors, question simple, mais importante. Qu'est-ce que l'encens ? Alors, vaste question. Oui, on est là pour ça. Donc l'encens, en fait, a plusieurs définitions. La première définition et la plus réduite, stricto sensu, c'est en fait l'oliban. L'oliban qui vient de la variété d'arbres des Boswellia, qui est en fait la sève de cet arbre, qui en fait était récoltée pour être brûlée ensuite, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une propriété odoriférante, donc de l'odeur, qui dégageait quelque chose d'agréable à sentir. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est globalement tout ce qui, une fois que c'est brûlé, ça sent bon, quoi. Oh, mais c'est super vaste alors l'encens. C'est très très vaste et souvent en fait ce qu'on appelle encens, c'est pas nécessairement l'encens au sens propre du terme. Et ça désigne aussi l'odeur du truc qui est brûlé. Et donc est-ce qu'on a quand même différents types d'encens, des grandes familles ? C'est difficile à savoir parce que pour ça il faudrait faire des analyses en fait, savoir ce qui composait l'encens, et en général les objets auxquels je me suis intéressée, ils sont souvent réutilisés pendant des siècles. Il y aurait des possibilités, mais ça demanderait un certain travail. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait de la gomme, sans doute de la gomme arabique, des huiles et des épices. Mais est-ce que tu sais comment l'usage de l'encensoir est arrivé en Europe ? Est-ce que c'est seulement via la diffusion du christianisme ou est-ce que c'est par autre chose ? Parce qu'on voit que dans l'islam, ils l'utilisent beaucoup aussi. De ce que j'ai pu en lire, l'encens arrive probablement par le biais des cultes grecs et romains. Grecs parce qu'ils ont des contacts assez répétés avec la Syrie et la Palestine. Ils auraient ramené comme ça le rite de l'encens, et puis accessoirement parce que ça arrive par le christianisme, pour répondre à la question. Donc le christianisme, plutôt la région de la Palestine, etc. On ramène l'encens par ce biais-là. Au départ, les chrétiens vont se méfier un petit peu de l'usage de l'encens parce que ça leur rappelle trop le paganisme. Puis finalement, ils vont finir par l'adopter petit à petit.
Et donc, l'encens, est-ce qu'il était produit en France ou est-ce qu'il venait d'Orient ? Eh ben, c'est une très bonne question à laquelle je peux pas répondre. Encore une fois, il faudrait analyser. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une partie qui était importée, mais je suis à peu près sûre que la paroisse du coin, elle a pas pu avoir accès à de l'encens qui était importé du pays de Punt, de l'actuelle Arabie. Donc peut-être qu'eux, ils avaient vraiment la résine de l'arbre du coin qui prenaient, hop, ça sentait bon. Et Très probablement, oui. Et alors, l'encens n'a pas été inventé au Moyen-Âge, donc on va juste faire un petit point. Quelles sont les plus anciennes traces de l'encens que tu as pu retrouver ? Alors, les plus anciennes traces, là aussi, c'est mon camarade Atchley qui m'a aidé à retrouver ça. En fait, on trouve les premières traces en Égypte ancienne, et vers 2778 avant notre ère, en fait, on a la première trace d'une expédition qui aurait été menée pour aller chercher de l'encens dans ce fameux pays de Punt, qui est en fait un pays non localisé aujourd'hui, mais qui se trouve sur les rives de la mer Rouge, sur les côtes africaines. Et en fait, c'est les premières vraies traces qu'on retrouve. Oui, donc on peut imaginer que s'il y a une expédition, ça devait être un produit assez précieux, assez recherché, quoi. C'est un pays de luxe. Il y a même une pharaone qui s'appelle Hatshepsut qui a essayé d'importer les arbres encensiers pour les replanter près de son temple rituel, et ça n'a apparemment jamais fonctionné. Mais alors, on a parlé de la définition et de aussi comment c'était fait, mais à quoi servait déjà l'encens pendant l'Antiquité ? Et ben, pendant l'Antiquité, c'est exactement comme ça va se répercuter aussi au Moyen-Âge. On va s'en servir pareil pour des choses rituelles, c'est-à-dire ça va être utilisé en tant que sacrifice non sanglant. C'est-à-dire qu'on va le donner aux dieux pour les contenter, qu'on va les trouver dans les processions, on va les trouver dans les temples, ce genre de choses. Je renvoie pour ça aussi, dans mon autre podcast Passion Antiquité, j'ai fait un épisode sur les offrandes miniatures. Et peut-être qu'on ait parlé d'encens. Je ne sais plus. C'est probable. Alors, on arrive enfin à la période que tu étudies, donc le Moyen-Âge. Raconte-nous déjà comment est-ce que les usages de l'encens ont évolué, et donc au Moyen-Âge, comment est-ce qu'on utilise l'encens ? Alors, au Moyen-Âge, on utilise l'encens vraiment en cadre rituel, en cadre liturgique. C'est-à-dire qu'on va vraiment l'utiliser pendant les cérémonies, pendant la messe, pour dédicacer un autel, ce genre de choses, pendant les funérailles aussi beaucoup. Et pendant les grandes fêtes, à Pâques, à Noël, ce genre de choses. Et alors, l'évolution, en fait, c'est bizarrement une pratique qui évolue pas tant que ça. Sur l'ensemble de la période que j'ai étudiée, on va avoir des petites modifications un peu à la marge de la signification de l'encens, où l'encens va être de plus en plus utilisé pendant la messe, mais ça reste quand même relativement à la marge. Et est-ce qu'on peut aussi retrouver dans la vie laïque ? C'est-à-dire, ou est-ce que vraiment on associe l'encens et on utilise l'encens que dans le côté religieux ? Moi, j'en ai trouvé des traces que dans le côté religieux, j'en ai jamais vu dans le côté laïque. Déjà, l'encens est vraiment utilisé par les religieux. C'est un usage quasi exclusif. Le seul moment où il va y avoir un contact un peu avec la vie laïque, c'est pendant effectivement la messe, mais aussi pendant les funérailles, où on va avoir des pots à encens, des éléments en fait qui sont généralement des trucs de vaisselle qui sont réutilisés, qui sont percés, parfois qui sont fabriqués mais en général c'est de la vaisselle réutilisée, qui vont accompagner le mort pendant toute la période, depuis la veillée funèbre jusqu'à dans son inhumation, dans sa tombe. Et donc là, est-ce que c'est seulement pour le côté odorifère, pour l'odeur que c'est utilisé, ou est-ce qu'on peut lui prêter des vertus, ou est-ce que tu as pu un peu travailler là-dessus ou pas du tout ? Alors, j'ai pas beaucoup travaillé là-dessus, mais par contre, je sais que les vertus odoriférantes, elles sont utilisées déjà parce que ça sent bon et que ça cache les odeurs. Oui, en fait, c'est ça qui est important finalement. Voilà. Donc ça, c'est le côté prosaïque. Tout de suite, le cliché comme quoi on pue au Moyen-Âge, mais non, voyons. Maintenant, c'est que c'est utilisé pendant les funérailles, et un cadavre, ça pue, ça, c'est pas un cliché. Ah oui. Et la deuxième chose, c'est que ça aurait des vertus antiseptiques, mais je ne sais pas s'il y a des biologistes dans la salle qui peuvent me confirmer cet aspect, mais voilà, ça aurait des vertus antiseptiques. Donc ça, c'est un peu déjà pour l'encens, l'objet même, enfin la substance. Comment on peut dire ça ? Enfin, c'est une substance, ouais. Et alors toi, tu as travaillé surtout sur les encensoirs. Donc, à quoi ressemble un encensoir ? Alors, un encensoir, c'est un objet qui fait environ une vingtaine de centimètres de haut, donc qui est plutôt petit, qui est assez léger, qui est composé toujours des mêmes composantes. Un pied qui permet de le poser à terre, une coupelle qui est assez résistante, et dans la période moderne, on va leur ajouter des coupelles, surtout quand on réutilise les encensoirs médiévaux, on va leur ajouter ce que j'ai appelé dans la thèse, parce qu'il fallait bien trouver des mots pour nommer les choses, des coupelles de protection. Tu as fait une thèse où tu as quasiment apporté du vocabulaire, enfin c'est fort quand même ça. Il faut bien, parce qu'il y a un moment, il faut décrire les choses. Non, mais
Là, déjà, dans l'histoire des encensoirs et dans l'histoire du Moyen-Âge, toi, tu as apporté du vocabulaire. On sait que maintenant, si on fait référence à ça, c'est grâce à toi. Enfin, c'est quand même, on peut le noter, quoi. Oui, bon. Donc il y a cette fameuse coupelle de protection qui est rajoutée à la période moderne. Ça n'a absolument aucun intérêt de le préciser, mais ça m'a tenu à cœur de le préciser pendant ma thèse, donc je le fais. Il y a ensuite un couvercle qui est généralement percé et qui permet aux fumées de s'évaporer. En fait, ça permet d'apporter de l'oxygène et qui permet de continuer la combustion du charbon, ce qui est nécessaire pour avoir les odeurs de l'encens. Et il y a des chaînes, en général il y en a entre 3 et 4, qui en fait sont accrochées à la coupelle, qui passent à travers des passants de chaîne, qui sont situés à la fois sur la coupe et sur le couvercle, et qui sont rattachés à une rondelle que j'ai appelée rondelle de préhension, parce qu'il fallait trouver un terme. C'est plutôt bien choisi, enfin, on comprend, quoi. J'étais un peu aidée. Qui permet en fait de balancer, ça permet à l'officiant de prendre par cette fameuse rondelle sans se brûler et sans manipuler trop les chaînes, et de balancer, de faire ce mouvement de balancier qui est essentiel justement pour alimenter en oxygène le charbon et donc continuer la combustion, quoi. Là aussi, il y a déjà une différence, par exemple, avec les brûle-parfums, parce que quand on pense encens, on dit là où on va mettre l'encens sur un brûle-parfum. Là, vraiment, déjà, il y a une grosse différence. Je pense qu'en fait, les brûle-parfums, c'est ce qui est vraiment utilisé dans la vie laïque, dans le contexte laïque, alors que l'encensoir, c'est vraiment ce qu'on utilise dans la liturgie. C'est ça la différence essentielle. Et on en trouve des brûle-parfums au Moyen-Âge ou pas ? Oui, on en trouve des brûle-parfums, il y en a. C'est un peu différent et je crois bien que c'est plus des huiles parfumées qui sont utilisées plutôt que de l'encens, en fait. Je renvoie pour ça vers mon épisode que j'ai fait sur les parfums, l'épisode 82. Et les encensoirs, alors en quelle matière est-ce qu'ils étaient faits ? Alors, les encensoirs, puisqu'il faut être précis dans le vocabulaire, les encensoirs sont faits en alliage cuivreux. Alors, qu'est-ce que l'alliage cuivreux ? L'alliage cuivreux, en gros, c'est du bronze ou du laiton. Sauf que suivant les pourcentages de zinc, de pas zinc qu'il y a, on n'appelle pas ça de la même manière. Donc, pour être large, on appelle ça des alliages cuivreux, en fait. Ça, c'est la majorité. Après, il y en a qui sont faits dans d'autres matières. On a de la terre, on a du fer, on a de l'or et de l'argent, ce genre de choses. Et on a aussi tout ce qui est encensoir émaillé, qui pour le coup sont réalisés en cuivre ou en alliage cuivreux et qui sont ornés d'émail. Mais les plus courants, c'était quoi ? C'était l'alliage cuivreux ? C'est l'alliage cuivreux, oui, en général. Ou si on est vraiment complètement raccord, il y a aussi beaucoup de terres qui sont utilisées justement pendant ces périodes de cérémonie d'inhumation où on va ramener le petit pot en terre cuite, quoi. Voilà, en terre cuite. Et donc les matériaux les plus rares que tu as pu trouver, tu as cité quelques-uns déjà, en or ? Alors j'en ai jamais vu, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui aient survécu de la période médiévale. Ni or ni argent, par contre il y en a plus tardivement du XVIIe siècle, il y en a. Et par contre un témoignage que j'ai vu dans un récit d'un chanoine, il y aurait des encensoirs en fer, mais j'en ai jamais vu. Donc ça c'est probablement le matériau le plus rare. En tout cas, c'est suffisamment courant pour qu'il y ait un prélat, c'est pas un chanoine, c'est un prélat d'ailleurs, un prélat ait pris le temps de le notifier dans son traité qu'il y avait des encensoirs en fer. Et donc, tu as un peu décrit déjà à quoi ça ressemblait, mais est-ce qu'on trouve différents types d'encensoirs ? Peut-être, ce que tu as dit, tu as travaillé sur beaucoup d'espaces, même si quand même centré autour de l'Auvergne. Est-ce qu'on a même des spécificités en Auvergne ? J'ai pas encore complètement réussi à savoir si c'est vraiment une spécificité de l'Auvergne, mais en tout cas, ce qui varie beaucoup, c'est les motifs. Et il y a certains motifs qu'on va retrouver plus localement. Une des spécificités en Auvergne, que j'ai trouvée là-bas, mais aussi un peu ailleurs, mais plutôt quart sud-ouest, je crois. C'est des encensoirs avec des motifs de Vierge de l'Apocalypse, de Dame de l'Apocalypse sur un croissant de lune rayonnante. Ah oui, non, pas le truc très commun quand même. Tu dis ça comme ça, mais vraiment, c'est un peu spécial quand même. Oui, c'est assez spécifique, mais c'est complètement lié à la symbolique de l'encensoir qui est très liée à la Jérusalem céleste. Et qui dit Jérusalem céleste dit livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ça ? Parce qu'on a parlé avant des funérailles, là, l'Apocalypse, que se passe-t-il ? Alors, si vous vous souvenez ou pas du tout, parce que ça fait très geek de s'intéresser à ce genre de choses, mais il y a... L'Apocalypse, j'en ai parlé plusieurs fois dans Passion médiéviste, donc peut-être que si vous avez écouté, vous en rappelez, mais rappelle-nous quand même. Tu te souviens peut-être pas du passage où il y a un ange qui, en fait, renverse un encensoir sur la terre. Entre deux épisodes apocalyptiques, il y a ça aussi ? Il y a ça aussi. Et en fait, c'est parce que... Je vais reprendre du début, peut-être. Vas-y. L'encensoir, il a plusieurs symboliques. Pendant la messe, il arrive en général devant soit les évangiles, soit l'évêque. Les évangiles, c'est la parole de Dieu.
l'évêque, il est représentant de la parole de Dieu aussi. Donc quand l'encensoir est placé devant, c'est pour la simple et bonne raison qu'il est censé représenter le corps du Christ. L'encensoir représente le corps du Christ. L'encensoir représente le corps du Christ. Alors, si vous avez écouté l'épisode sur l'escargot, on disait déjà que l'escargot pouvait représenter le Christ, mais aussi le corps de la Vierge. Enfin, la vulve de la Vierge plus précisément. Oui, je vous jure, c'est vrai. Donc l'encensoir, Jésus, il est là. Donc Jésus est là. Et au moment où l'ange, dans cet épisode de l'Apocalypse, va renverser le contenu de l'encensoir, en fait, c'est une représentation du sacrifice du Christ. Et c'est expliqué. Hein, D'accord. Non, mais je te crois. Hein, mais vraiment, ils avaient de l'imagination. Hein, parce que... C'est-à-dire qu'ils renversent l'encensoir. C'est-à-dire ils renversent le reste de l'encens sur toute la terre. Le contenu, voilà. En fait, il est dit qu'il renverse un encensoir sur la terre et que alors, je sais plus exactement ce que ça lui apporte, mais c'est du poison. Oui, donc c'est négatif. C'est négatif, mais ça rappelle le sacrifice du Christ, ce que le Christ a enduré pour sauver l'humanité, etc. Donc ça explique qu'on fasse des références à l'Apocalypse jusque sur les représentations sur l'encensoir. C'est ça. Et en fait, de manière assez directe, en période vraiment médiévale, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon sujet allait jusqu'au XVIIe siècle. Oui, on triche un peu aujourd'hui, voilà. En période médiévale, il va y avoir sur le dessus des encensoirs et sur les couvercles, ça va être une représentation de la Jérusalem céleste, ça va être une représentation architecturée, donc il y a vraiment un décor d'architecture, et qui fait une référence très explicite à la Jérusalem céleste. C'est ce que tu trouves de plus commun sur les décors, sur les encensoirs, ou tu as d'autres choses aussi ? C'est le plus commun et de toute manière, tout fait référence systématiquement à l'architecture et du coup à la Jérusalem céleste. Je ne m'attendais pas déjà à ça. Enfin, déjà, on a une signification en plus. Est-ce qu'on a des informations sur les artisans qui le font ? Parce que là, il faut un savoir-faire assez précis. Il faut notamment, faut maîtriser les matériaux, il faut maîtriser le décor et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as comme information sur les artisans eux-mêmes ? Sur les artisans eux-mêmes, il y a plusieurs sources qui vont s'entrecouper et qui sont assez intéressantes. Alors déjà, il faut faire une différence entre la période médiévale proprement dite et la période après, donc la période à partir du XVIe siècle. Nos principales informations, elles viennent de deux sources en particulier. La première, c'est un traité technique qui est publié dans la seconde moitié du XIIe siècle, que vous avez peut-être déjà traité par ailleurs dans les épisodes. C'est le traité de Théophile. Alors, je ne me rappelle pas de tout le contenu de l'épisode. Et je pense que les gens qui écoutent non plus. Donc, tu peux nous en reparler, tu peux nous représenter un peu cette source. Théophile, on ne sait pas trop qui c'est d'ailleurs. On a pensé que c'était Roger Delmarshausen, qui est un orfèvre allemand. On pense aussi que ça pourrait être un évêque, vu le niveau de langue qui est utilisé dans ses écrits. Et en fait, il va écrire Essais sur divers arts, qui est un bouquin en 3 livres, qui va en fait concrètement raconter toutes les méthodes de fabrication de tout. Ouais, c'est super précieux d'avoir ça. C'est génial. Et en fait, c'est tout ce qui va meubler l'église, du vitrail jusqu'à l'encensoir. Et en fait, il y a des chapitres spécifiques qui vont parler de l'encensoir. Donc, grâce à lui, en fait, on a une description complète de comment est réalisé un encensoir. Donc ça, c'est une première source. La deuxième source, c'est ce qu'on appelle les règlements de corporation. Alors, les corporations, c'est en fait les modes d'organisation de différents corps de métier. Si vous vous souvenez bien, à la Révolution française, on va abolir les corporations notamment. Et c'est parce qu'il y a des corporations avant. Et les premiers règlements de corporation, en fait, ils vont être écrits à partir du XIIIe, XIVe siècle, ça dépend suivant les villes. Et grâce à ces règlements de corporation, en fait, on se rend compte de qui fabriquait quoi, quand. Et pendant la période médiévale, ça va être les orfèvres qui vont avoir le droit exclusif de fabriquer tout ce qui est objet liturgique et parmi lesquels les encensoirs. À partir du XVIe siècle, sans doute, en fait, ça va se répercuter dans les textes, sans doute a posteriori. Mais en fait, on va avoir un changement et on va avoir donc une autorisation pour les fondeurs, donc c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas l'or, l'argent et le cuivre, qui travaillent plutôt les bronzes. On va avoir, donc à partir du XVIe siècle, on va voir que ces fameux fondeurs vont aussi s'emparer et vont plutôt prendre à leur compte ces fabrications d'encensoirs, probablement parce que c'était un revenu annexe. En général, les artisans, ils faisaient quoi d'autre comme objet ? Alors les orfèvres, comme leur nom l'indique, en fait, ils ont l'exclusivité de travailler l'or, l'argent et le cuivre. Ils font tout ce qui est objet liturgique globalement, mais également tout ce qui est précieux, vaisselle, bijoux, etc. Ça, c'est pour la période médiévale. Pour la période après, où justement c'est plus un travail de fondeur, ils vont travailler plusieurs choses. Il va y avoir les fondeurs qui vont spécialiser dans les gros objets, qui vont, parce qu'il leur reste du matériau, ils vont faire par exemple des encensoirs ou des mortiers avec. Voilà, c'est généralement des artisans qui vont faire des cloches. Attends, j'ai un doute. Les mortiers, c'est quoi ? Alors les mortiers, parce que moi, j'imaginais pour
faire autre chose. Non, je sais pas du tout. Enfin, je crois que je sais pas ce que c'est en fait. Bah, si vous avez travaillé les épices et que vous aimez bien faire ça, en fait, c'est le matériau, c'est le récipient qui sert à Parce que broyer. j'imaginais les mortiers, mais pour faire des bâtiments. Enfin, donc Non, rien non, à non. voir. Rien à voir. Le mortier, c'est un récipient qui est utilisé en pharmacie pour broyer les ingrédients, en fait. Et du coup, en fait, il se trouve que c'est les mêmes moules que pour les cloches. Du coup, en fait, ils vont avoir une production de gros objets comme les cloches et à côté, ils vont faire des plus petits objets. Et sinon, il y a les fondeurs d'objets qui vont faire des pics cierges, des encensoirs, ce genre d'objets, des ostensoirs de plus petits formats. Est-ce que tu as travaillé sur les prix des encensoirs ou pas du tout? Alors, j'en ai pas trouvé pour la période médiévale, mais par contre, j'en ai trouvé, effectivement, j'avais réussi à estimer une fabrication d'encensoirs. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, pour être tout à fait honnête. J'avais réussi à estimer les prix d'une fabrication d'un encensoir pour un artisan. C'était pas très cher. Oui, parce qu'en fait, c'est un objet qui a l'air plutôt commun pour toutes les églises, donc oui, ça va pas être si cher que ça. Alors c'est pas cher non plus, c'est quand même un investissement par exemple pour les paroisses rurales, mais non, c'est pas un objet qui est excessivement cher et puis surtout c'est un objet qui vraiment va être sur la durée, va durer plusieurs siècles, donc une fois qu'on en achète un... Bon investissement. Bon, voilà, c'est ça. Ah, ils font plus des comme ça aujourd'hui. Et donc, je veux bien qu'on revienne un petit peu sur le côté symbolique. Ce que j'aime bien dans Passion médiéviste, c'est que parfois on prend un sujet comme ça hyper précis, mais que ça nous permet de toucher plein de choses de la vie quotidienne. Donc là, déjà, à travers ces encensoirs et à travers l'encens, qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce que ça peut nous dire sur la vie quotidienne et la vie en général au Moyen-Âge ? Ça dit plein de choses. Quand on regarde les livres de comptes en fait, des paroisses, on se rend compte que l'encens, il est partout. Vraiment tout le temps, et il est acheté comme une denrée au même titre que... Enfin, il est acheté comme une denrée, justement pas vraiment comme une denrée, mais comme une denrée alimentaire quelque part. C'est-à-dire que dans les mêmes livres de comptes, on va avoir des comptes avec la farine de je sais pas quoi, le poisson qu'il faut acheter pour la communauté, et en même temps, il va falloir l'encens parce qu'il faut quand même de l'encens. Donc on voit qu'il est présent vraiment partout, mais en même temps, on trouve pas nécessairement de témoignages matériels de ces objets dans toutes les paroisses. Ça montre que c'est vraiment quelque chose qui est un peu omniprésent, ce qui explique aussi que c'était pas uniquement l'oliban qui était utilisé, parce que c'est un matériau trop précieux, c'est une denrée trop rare pour que ça soit vraiment utilisé tout le temps, mais il est présent tout le temps. Il y a forcément un lien avec la vertu odoriférante et le fait de désinfecter un peu l'air qui s'explique. Concernant la symbolique, il faut savoir aussi que comme beaucoup d'objets, il va avoir des vertus particulières en fonction des objets avec lesquels il est exposé et qu'il est associé. Donc c'est-à-dire qu'il a une vertu d'intermédiaire, l'encensoir. Enfin, l'encens et l'encensoir ont une vertu d'intermédiaire. Quand l'encens et l'encensoir, la symbolique de l'un va déteindre sur l'autre. Ça va être un intermédiaire dans le sens où quand vous voyez un encensoir qui est en action, en général, vous voyez les fumées qui vont vers le haut. Donc ça va être un symbole très pratique pour parler de prière. Prière qui monte vers le ciel, qui monte vers la Jérusalem céleste, et ce qui explique que ça a aussi la décoration de la Jérusalem céleste, puisque c'est ce qu'on cherche à atteindre. Souvent aussi, il va être comparé aux saints, justement parce qu'il va avoir cette vertu d'intermédiaire, comme les saints ont la vertu d'intermédiaire, comme les saints intercesseurs qui vont aller plaider la cause de telle ou telle personne envers Dieu, là, il va avoir la même fonction. Et on le compare aussi au corps du Christ, parce que, justement, le Christ va plaider la cause de l'humanité, et la bonne odeur va plaider la cause de l'humanité aussi. Le château est pas content. Ou alors c'est Jésus qui parle. Pas d'accord avec mon interprétation. Non, à chaque fois c'est très bien placé. Et alors aussi un côté très pratique dans les églises, les encensoirs, est-ce qu'on sait comment est-ce qu'ils étaient conservés? Est-ce qu'ils étaient avec le reste du matériel liturgique, dans un coin d'une étagère? On sait pas trop. Parce qu'avec les chaînes et tout ça, c'est pas pratique à garder. Alors souvent ils étaient accrochés de manière très pragmatique, c'est que quand vous avez des chaînes, vous avez déjà tous eu des colliers où quand on les met dans la boîte à bijoux, ça s'entremêle, et là il vaut mieux les accrocher parce que ça évite que les chaînes s'en mêlent. Mais du coup j'imagine les prêtres, oh merde, ça s'est encore mêlé, oh là là, à chaque fois. C'était un des vrais problèmes pendant mes terrains de thèse, et je passais ma vie à me battre avec des chaînes. Donc on ne sait pas trop dans quoi ils étaient conservés? C'était certainement pas dans le tabernacle avec les calices, etc., puisque l'encensoir n'est pas consacré comme le calice, ou par exemple. Alors que c'est Jésus. Ouais, mais bon, tout est un peu le corps de Jésus, tu l'as dit tout à l'heure, donc c'est un peu limité. Mais en fait, il n'était pas avec le reste, c'est sûr, mais après, te dire précisément où il était, c'est plus compliqué. Et alors, on l'a dit, tu as étudié donc le Moyen-Âge et sur l'évolution. Qu'est-ce que tu as pu voir dans tes recherches comme évolution sur les encensoirs, l'encens en général ?
Sur l'encens et l'utilisation de l'encens, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y a pas énormément de différence sur le temps long et c'est ce qui est intéressant. Par contre, la principale évolution, c'est d'un point de vue formel, c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie évolution. Alors, au tout départ, au XIIe siècle, 12e, 13e siècle, en fait, il n'y a pas de forme architecturée, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est des encensoirs qui sont en général ovoïdes, qui ont la forme d'œuf et qui sont ornés de rinceaux. De quoi ? De rinceaux, c'est des... Ah oui, c'est les décorations sur les côtés, c'est ça ? C'est ça, c'est les décorations végétales qui... Il n'y a pas tout le monde qui sait ce que c'est, donc... Non. Non, mais c'est vrai que c'est devenu des termes, j'ai l'impression de les lire tout le temps. Mais non, mais je me doute, c'est ma partie du travail. Donc, au début, plutôt simple, juste décoré comme ça de petits motifs floraux, c'est ça ? Floraux, et puis végétaux, avec des petits animaux qui vont orner ces éléments. Et ensuite, plus ça va aller, plus on va avoir des décors d'architecture qui vont se développer. Et ensuite, à partir du XVIe siècle, on va avoir une simplification de l'architecture qui va aller plutôt vers on va toujours avoir des motifs architecturés, mais beaucoup plus simplifiés. C'est la régression de la Renaissance, c'est pour ça. Et donc, quand tu as creusé un peu après le Moyen-Âge, donc tu l'as dit, oui, ça change encore là. Oui, alors en fait, ça continue à changer, déjà parce que je pense qu'on a peut-être moins la mémoire de l'association à la Jérusalem céleste, on va le mettre de manière un peu différente, c'est-à-dire qu'on va justement faire appel à des figures comme la Vierge de l'Apocalypse, par exemple. Celle sur la bête de l'Apocalypse, là, qui chevauche et tout ça ? C'est ça, ouais. Celle qui est sur le croissant de lune. De toute façon, il n'y en a qu'une seule, hein, la pauvre. Oui, voilà. Donc on va avoir des références comme ça qui vont être plus subtiles, et on va avoir des petits motifs architecturaux, mais qui vont être vraiment plutôt à la marge. On va plutôt privilégier, je pense, des objets qui sont pratiques, plus petits et qui vont pouvoir être fabriqués en série surtout. Alors Aude, raconte-nous, tu as commencé déjà à le dire un petit peu, mais quelles sont les sources que tu as étudiées pour tes recherches ? Donc tu as dit que tu as étudié les objets eux-mêmes, les textes, ça fait beaucoup de choses quand même tout ça. Il s'est agi de faire des faisceaux d'indices, parce qu'en fait, concrètement, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, quand je m'amenais aux archives et que je disais que je faisais une thèse sur les encensoirs, bon, déjà, tout le monde me regardait d'un air un peu bizarre, et surtout, tout le monde me disait, mais il n'y a rien, en fait, sur ces objets. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose sur ces objets, donc il a fallu multiplier un peu les sources. Donc je suis partie effectivement des objets eux-mêmes, parce que j'ai une formation d'historienne de l'art, donc je pars des objets en eux-mêmes. C'est en général un peu la différence avec les historiens qui partent plutôt des textes. Mais je ne suis pas historienne, donc... corrigez-moi. Hein. Tu es historienne de l'art, c'est bon, ne te dévalorise pas non plus, c'est déjà pas mal quand même. Moi je suis pas historienne ni historienne de l'art, hein, donc j'admire. C'est des différences de méthodologie qui se sentent, je pense. Et je suis partie ensuite des archives où pour le coup j'ai vite compris qu'en fait je trouverais pas grand-chose sauf si j'allais vraiment dans les documents de vie des paroisses, donc les livres de comptes notamment. Et là tu as dû faire de l'histoire, alors là t'avais pas le choix. Et là j'avais pas le choix et il fallait effectivement éplucher des centaines de pages de livres de comptes. Le fun. Trop bien. C'était rigolo. Génial. C'était rigolo. Ah, mais quand on cherche un truc précis, c'est en général assez amusant à faire. Je comprends que du coup, pour ce genre d'archives, tu te sens un peu limité à l'Auvergne, parce que là, sinon, tu dois éplucher tous les livres de comptes de tous les paroisses de toute la France. Enfin, tu t'en sors jamais, quoi. C'est pas possible. C'est ça. Et puis, en fait, je pense qu'il y aurait aussi une particularité par région. En fait, il y a même une particularité par paroisse. Donc... Et en tout, tiens, est-ce que tu peux nous dire sur combien d'encensoirs, les objets eux-mêmes, combien d'encensoirs tu as travaillé en tout ? Dans ton corpus, il y en a combien environ ? Alors, sur mon corpus auvergnat, il y en a 44. Et sur mon corpus en général, je crois que j'étais arrivée à 200 quelque chose. Wow. Mais ils sont tous pareils, donc ça va assez vite. Hein. Mais non, il y en a où il n'y a pas la Jérusalem céleste. Mais alors, donc, les encensoirs, en général, c'est conservé où ? Tu savais où tu allais ? Ou tu as été vraiment un peu à la pêche à chaque fois ? Bon, on va voir où est-ce que j'en trouve. Alors en fait, il y a des ressources qui sont vraiment super pratiques qui existent, qui sont en fait ce qu'on appelle la base Palissy. C'est en fait, déjà c'est une référence à Palissy, à Bernard Palissy qui a fait donc la céramique au XVIe siècle, qui je trouve ça drôle. Après, c'est surtout en fait une recension sur l'ensemble de la France des objets qui sont classés monuments historiques. Donc je suis partie de là en fait. Je suis partie de ces objets, de tous les objets qui étaient classés monuments historiques, puisqu'en fait tous les objets d'orfèvrerie antérieurs à 1800 sont classés d'office monuments historiques. Donc déjà je suis partie de là, et ensuite j'ai pris mes petits mails et j'ai écrit à des musées, des institutions, et puis même les paroisses en fait, j'ai envoyé des mails à des dizaines de paroisses pour savoir s'ils avaient des encensoirs de ce type-là. Et alors, si tu veux, ne donne pas de nom, mais comment ça s'est passé en général le contact avec ces institutions qui sont peut-être un peu moins habituées d'avoir des chercheurs et chercheuses ? Ça dépendait vraiment des personnes. J'ai eu des prêtres qui étaient absolument adorables et hyper passionnés par ce que je faisais. Oui, si, je vous jure, ça existe. Qui étaient hyper passionnés par le fait d'avoir une historienne de l'art qui s'intéresse en fait aux objets qu'eux, ils utilisent tous les jours, parce qu'ils les utilisent encore en fait.
Mais ceux du Moyen-Âge ou ceux plutôt époque moderne ? Il y en a un seul qui date de l'époque médiévale, qui est encore conservé vraiment dans une paroisse. Sinon, c'est plutôt ceux du XVIe, XVIIe siècle. Mais c'est quand même des objets qui ont un certain âge, qui sont encore utilisés. Donc, ils étaient hyper passionnés par ça. Il y en a d'autres qui étaient forcément déjà un peu plus méfiants aussi, parce que avoir quelqu'un qui vous contacte, sortir de nulle part et qui vous dit « Coucou, je viens étudier vos encensoirs », ça fait un peu bizarre, quoi. Est-ce qu'ils n'avaient pas peur des vols ? Si. Ah ouais. Si, il y a bien des gens sûr. qui leur volent ça ? J'imagine, c'est du métal, ça se refond facilement. Donc... Et puis en fait, c'est des objets qui partent très très rapidement, puisque ça fait vraiment une vingtaine de centimètres de haut, c'est pas lourd, ça part assez rapidement, je pense. Et est-ce que tu as découvert des encensoirs ? Parce que j'ai déjà des gens dans le podcast qui disent il y a des fonds d'archives tellement énormes, des réserves de musées tellement énormes, que des fois ils ne savent pas ce qu'ils ont dans leurs réserves parce que ils n'ont pas le temps de tout étudier. Est-ce que toi, tu as déniché des encensoirs ? Alors, j'ai pas déniché dans le sens où j'ai pas découvert, sorti de nulle part, un encensoir. C'était pas possible dans mon cadre de thèse. Par contre, il y a certaines institutions qui ont retrouvé des objets grâce à ça et ça leur a servi, par exemple, pour leurs inventaires, en fait. Et par contre, ça a permis de faire un état des lieux sur certains objets qui avaient disparu ou pas. Donc, c'était intéressant de ce point de vue-là pour eux aussi, je pense. C'est quoi un peu les difficultés principales que tu as rencontrées dans tes recherches ? À part, du coup, cette profusion d'encensoirs. Vraiment, t'imagines 200 encensoirs devant toi. Est-ce qu'il tiendrait dans cette pièce, tu crois, la 200 ? Ah oui, que 20 ça centimètres. tient. Oui, ça tient. Ça tient chaud, oui, c'est sûr. Ça tient chaud aussi. Ouais. Mais donc, t'as eu quoi comme difficulté ? Déjà, la difficulté d'accéder aux objets en eux-mêmes, parce que en fait, c'est un peu le principe du millefeuille administratif, c'est-à-dire que pour avoir accès à un objet qui est classé monument historique, il faut écrire à la fois aux personnes qui sont en charge des monuments historiques, mais il faut aussi écrire à la paroisse qui est affectataire, donc c'est-à-dire qui en a la charge courante. Et en général, c'est pas le prêtre en question à qui tu écris qui t'accueille pour te donner accès à l'encensoir, c'est généralement un paroissien qui se dévoue pour entretenir. Donc ça, en fait, ça me prenait quand même beaucoup de temps et de route aussi. C'est assez rare quand même sur le médiéval, tu as eu beaucoup de rencontres humaines, tu as été beaucoup en contact avec des gens. Oui, et ça, c'était super. Mais ce qui est drôle, c'est que l'autre personne que j'ai reçue d'un patient médiéviste qui a travaillé sur l'Auvergne a fait aussi ça. Rappelez-vous, alors c'était il y a fort longtemps, c'était sur Thomas Aréal sur les conflits en Auvergne. Rappelez quand il s'était pris des vaisselles sur la tête par quelqu'un qu'il avait vu. Bon, c'était un peu compliqué, mais vraiment, il nous avait raconté qu'il allait voir directement les gens parce qu'il avait de la mémoire. Bon, j'en profite pour caser que je suis très fan de son travail. Voilà. Bon. Normal, il est super. Ouais, donc toi, t'étais vraiment beaucoup avec de l'humain, quoi. Pendant la partie terrain, pendant la partie archive, beaucoup moins, mais pendant la partie terrain, oui, il y a eu beaucoup d'humains, beaucoup de coups de fil de passé, beaucoup de méfiance aussi déjouée, et c'était assez chouette. C'était vraiment chouette à faire. Je sais que c'est un peu bizarre. Bon, là, après le temps, on peut la poser cette question. Comment tu penses que ta thèse s'est passée en général ? C'est-à-dire Non, mais voilà, je sais qu'il y a des gens pour qui la thèse est une expérience douloureuse, il y en a pour qui c'est un moment incroyable. Toi, déjà, si humainement, tu devais un peu en tirer un bilan, qu'est-ce que tu en dirais ? Un peu des deux, il y a des moments... Alors déjà, moi, j'ai la spécificité d'avoir fait une thèse qui est extrêmement longue, même pour une thèse. C'est-à-dire 9 ans. 9 ans ? Oui, j'ai fait une thèse sur 9 ans. Attends, mais tu as quel âge ? Parce que... Non, mais dans le sens où j'ai l'impression que tu avais le même âge que moi. J'ai 34 ans. Ah, mais tu l'as commencé super tôt, ta thèse, en fait. Je l'ai commencé à 24, je crois. Ça a duré longtemps, j'aime bien les trucs qui durent en général. Et pourquoi c'est quand même rare une thèse qui dure aussi longtemps, c'est la vie, c'est plein de raisons. Il a fallu travailler déjà, donc ça a été en fait, il a fallu travailler. Du coup, je voulais absolument continuer ma thèse et j'ai cherché du travail en même temps que j'ai fait ma thèse. Et l'un dans l'autre, il faut un peu de temps pour faire sa thèse, mais il faut aussi beaucoup de temps pour travailler. Donc, il a fallu équilibrer. C'est pas simple. Et depuis que tu as fini ta thèse, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, je travaille dans un musée. Je travaille dans un musée spécialisé en 19e siècle. Donc, Mais alors, est-ce que tu aimerais ou est-ce que tu travailles encore sur les encensoirs et est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à découvrir sur les encensoirs et l'encens au Moyen-Âge ? Il y a toute la partie liturgique que j'aurais beaucoup aimé faire et qui était un peu au-dessus de mes capacités en termes de temps, parce qu'il y a un moment, il fallait bien que ça s'arrête quand même. Donc ça j'aurais bien aimé le faire, mais j'ai pas eu le temps de le faire et c'est ce que j'espère faire. C'est-à-dire liturgique, c'est-à-dire le rôle de l'encensoir dans la liturgie ? Quand il intervient, à quel moment, pourquoi, ce genre de choses, ça je l'ai fait un peu brièvement et il aurait fallu le traiter plus longuement. Il y a toute une partie aussi sur la représentation des encensoirs que j'ai un peu travaillé, mais que j'ai pas... J'ai totalement sauté cette question, pardon d'ailleurs.
On peut en parler rapidement, Ouais, c'est qu'on retrouve des représentations d'encensoirs dans les enluminures, par exemple ? Oui, bien sûr, il y en a plein. Notamment, je ne l'ai pas cité, mais il y a un liturgiste célèbre qui s'appelle Guillaume Durand, qui en fait a écrit un rationnel des divins offices. C'est concrètement une description de la cérémonie liturgique. Il a fait une compilation de toutes les pratiques qui existaient à ce moment-là. Il en a fait un peu une version idéale. Et notamment pour illustrer... C'est à quelle époque, ça ? 13e siècle, pardon. Okay. Et pour l'illustrer, justement, en fait, il y a pas mal de représentations d'encensoirs. Aussi, tout ce qui est funérailles, on voit des représentations. Et sur toutes les plaques tombes, donc ces représentations sur les tombes, en fait, des aristocrates, vous voyez souvent des petits encensoirs qui se baladent aux angles. À la fin, je devenais folle, j'en trouvais partout. Donc on peut lancer un peu une grande chasse au trésor dans toute la France. Et si vous voulez, si ça vous amuse, je peux vous dire où il y en a à peu près et tout le monde cherche. Bah tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as peut-être un conseil d'ouvrage grand public pour en savoir un peu plus et peut-être des conseils de musées où on peut voir, ou peut-être du coup directement d'endroits où on peut voir des encensoirs ? Pour les ouvrages, malheureusement, il n'y en a pas énormément. J'espère publier ma thèse, donc j'espère que ça en fera un. Donc on fait un petit appel aux maisons d'édition, peut-être ? Ouais, voilà, s'il y a des maisons d'édition que ça intéresse, je cherche à publier ma thèse. Je sais qu'il y en a qui écoutent. Donc on ne sait jamais. Sait-on jamais. Donc peut-être le tien. Voilà. Mais pour voir les encensoirs, il y en a 2 qui ont été restaurés pour la réouverture du musée de Cluny. Et j'ai trouvé ça absolument génial qu'ils les mettent en avant. Ils les ont mis dans les vitrines vraiment bien en valeur. Donc vous pouvez les voir là. Et puis sinon, le musée qui me vient comme ça, c'est le musée des Beaux-Arts de Rouen. Non, le musée des Antiquités de Rouen, pardon. Ils ont une très belle collection et je sais qu'ils en mettent au moins un qui est un superbe exemplaire toscan du XVe siècle. Bon, c'est précis pour pas grand-chose, mais c'est un très bel exemplaire qui est mis en vitrine. Alors pour finir, Aude, un peu une des questions, la question de fin rituelle, même si des fois j'en ai plusieurs, d'un patient médiéviste, est-ce que tu aurais des conseils de sujets à étudier pour des futurs chercheurs et chercheuses, des sujets où tu te dis mais là il manque des choses là-dessus ? Alors il y a un vrai sujet à faire sur la représentation des objets liturgiques d'une manière générale. Oui, parce que on est d'accord que c'est pas très à la mode, l'étude de la liturgie en ce moment à l'université et tout ça. En tout cas, moi, j'en vois pas beaucoup passer. Surtout je vais parler surtout pour ma paroisse, mais surtout les objets liturgiques, il y en a. Ça commence de plus en plus, notamment avec le travail de Frédéric Tixier qui a travaillé sur les monstrances au Moyen-Âge. Donc il y a toute je pense, une nouvelle génération de chercheurs qui s'intéressent à ça, mais il y a beaucoup à faire sur la représentation des objets et aussi l'aspect rituel, liturgie, tout ça. Il y a de quoi faire. Parce que ça paraît un peu, pas très sexy comme sujet. Donc toi, comment tu les convaincrais de travailler là-dessus ? Ça permet de regarder beaucoup de belles images en très peu de temps, déjà. C'est pour moi un vrai argument. Et puis en fait, d'un point de vue symbolique, il y a énormément de symboles qui se prêtent à ces objets et tous un peu plus tirés par les cheveux les uns que les autres. Et c'est en général assez rigolo de comprendre le pourquoi du comment de ces objets et pourquoi ils sont mis en présence de tel et tel autre. S'ils aiment bien se tirer un peu les cheveux et se creuser la tête, en général, c'est des sujets qui marchent assez bien et qui sont rigolos à faire. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'encens et les encensoirs au Moyen-Âge. Donc merci beaucoup, Aude Chevalier-Barbier. C'était passionnant. Bonne continuation. Peut-être on pourra te retrouver, si ça se trouve, dans quelques temps, dans quelques années dans les librairies. Je te le souhaite. Merci beaucoup à toi pour ton invitation et c'était vraiment très chouette. On a réussi parce que vraiment, des années, t'es pas la première parfois où on met des années à enregistrer, mais là, on y a réussi. Merci énormément à l'équipe du Château de Vincennes et du CMN et notamment à Alison de Almeida pour l'organisation, pour l'enregistrement. Je vous rappelle que donc il y aura bien sûr un article qui sera lié à cet épisode qui est disponible sur mon site passionmédiéviste.fr avec passion au singulier, médiéviste au pluriel, parce que les sous-titres, on les rappelle de ce podcast. Alors il y en a 2 possibles, c'est soit la passion des médiévistes pour le Moyen-Âge, soit que j'ai la passion pour les médiévistes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de S à passion. Même France 5, ils se sont trompés quand je suis passée. Moi, c'est pas grave. Profitez-en. Donc, le site, il y aura donc des références. On vous mettra des enluminures, si vous voulez voir à quoi ressemblent les encensoirs dans les enluminures au Moyen-Âge. Et donc, sur le site, vous pouvez retrouver donc mes autres épisodes. J'ai parlé de l'épisode 82 sur les parfums. Il y a aussi un petit peu lié, j'ai trouvé un petit peu en lien, l'épisode 88 sur les hôpitaux.
Il y aura aussi bien sûr mes autres podcasts, Passion moderniste. Là, on a un peu parlé d'époque moderne, mais allez voir, il y en aura aussi dans Passion moderniste. Notamment, j'ai fait un épisode sur les apothicaires, si ça vous intéresse, là aussi, un petit peu comme ça. Et donc aussi Passion antiquité, là, l'épisode sur les offrandes miniatures. Vous avez de quoi écouter. Vous pouvez aussi retrouver Passion médiéviste sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous indique lesquels sur mon site parce que ça change tellement très souvent tout ça. Je préfère ne pas préciser lesquels. Je tiens à remercier, mais je ferai sûrement un petit remerciement en post-générique des gens qui soutiennent ce podcast, les mécènes, parce que la communauté des auditeurs et auditrices de Passion médiéviste font que ce podcast existe et font que des fois quand je suis pas bien et tout et que je reçois des messages qui sont sympas, je peux vous dire ça fait vraiment chaud au cœur. Je remercierai en post-production notamment, je sais pas qui fera l'illustration de ce podcast, mais à chaque fois c'est les illustrateurs et illustratrices que je rémunère grâce aux mécènes du podcast et grâce au partenariat que je fais aussi aujourd'hui, comme c'était le cas avec le château de Vincennes. Cette conclusion est déjà très longue, elle va finir. Je vous annonce seulement que dans le prochain épisode de Passion médiéviste, on parlera alors d'un gros sujet. Donc ça ne sera vraiment qu'une introduction, qu'un résumé. On parlera des Templiers au Moyen-Âge. Merci à tous et puis à bientôt. Salut! On se retrouve, j'avais prévu d'enregistrer les remerciements pour les mécènes du mois, mais je sais pas si vous entendez, mais j'ai une voix pas ouf. Je suis malade. Donc je remercierai dans l'épisode d'après les personnes qui ont soutenu ce podcast en octobre. Désolée pour le décalage, mais là même à m'écouter, j'en peux plus. À très bientôt, salut!